À la fin de la Seconde Guerre qu'on appelle mondiale, les métropoles coloniales ont compris qu'elles ne pouvaient pas continuer à maintenir les populations colonisées dans le même état d'esprit de domination. Parce que les autres étaient venus pendant la guerre et avaient vu des choses qu'ils n'avaient jamais vues avant. Ils ont perdu des compagnons, et donc ça les avait déjà traumatisés. Mais en plus, ils ont constaté que finalement, le blanc, entre guillemets, qui leur était toujours présenté comme un être supérieur, finalement n'était pas si supérieur que ça. Donc ils sont revenus avec une autre mentalité. Et à ce moment-là, les forces coloniales ont compris que quelque chose allait devoir changer. Mai 1954, la France est défaite en Indochine. On connaît tous l'histoire de Ho Chi Minh qui a profité de la défaite japonaise pour bousculer un peu tout le monde en même temps. Et donc, après, la France était mal partie et s'est fait dominer. Il y a la conférence des pays dits non alignés, avec des puissances émergentes dans ce qu'on a commencé à appeler le tiers-monde. Et en même temps, on sait que en janvier 59, ça nous fait plaisir de le rappeler, il y avait quand même aussi la victoire de la révolution cubaine. Donc les résistances étaient en train de se mener. Certaines n'étaient pas encore abouties, d'autres avaient déjà abouti, certaines commençaient à peine. Donc tout ça, c'est un contexte de bouillonnement, de résistance, et je parle justement dans les résistances du type africain. On a celle du Congo. Lumumba va à la conférence d'Accra, il revient, donc c'est déjà un contexte de résistance. À l'intérieur du MNC, il y a déjà quelques remous entre ceux qui veulent continuer à faire comme avant et lui qui dit maintenant il faut une rupture avec le système colonial. Bon, tout ça maintenant il faut qu'on en finisse avec. Et en même temps l'Algérie qui commence. Tout ça c'est les mêmes années. Je veux dire, l'Algérie, ça commence, la révolte au Kenya, les résistances au Kenya. Je n'ai pas mis ici volontairement parce que l'exposition de départ, quand on s'est entendu avec le PTB, elle portait plutôt sur le Cameroun, avec l'Union des populations du Cameroun, où la résistance a aussi commencé dans les années 55. Et on a assassiné Oumniobé en 58. Il y avait déjà une résistance armée contre la colonisation française. Bon, je n'ai pas voulu centrer sur le Cameroun pour ouvrir sur les autres pays, mais il y a moyen de faire beaucoup sur la question du contexte des années 60 en termes de lutte et de résistance. Maintenant, il faut savoir que De Gaulle a compris en 1944, lorsque la France et les Alliés sont prêts de gagner la guerre, et il l'avait déjà gagné sur le territoire africain, c'est-à-dire que sur le territoire africain, l'Allemagne, pour ce qui lui restait encore de colonies par rapport à la première, il n'avait plus de colonies, mais à partir de l'Algérie, du Congo, du Sénégal, du Cameroun, il y avait eu des troupes qui s'étaient levées pour soutenir la France dite libre. Et donc, De Gaulle savait que on ne pouvait pas sortir de la guerre en gardant le système colonial tel quel. Donc, lorsqu'il organise la conférence de Brazzaville en 1944, il invite les gouverneurs de colonies et les administrateurs des colonies pour leur dire qu'il va falloir donner quelque chose à ces gens. C'est le sens de la conférence de Brazzaville en 1944. C'est de dire, on ne peut pas continuer le travail forcé, par exemple, on ne peut pas continuer un certain nombre de choses, mais il faut continuer à les contrôler. D'où, pour nous, c'est les dominer toujours. Donc, la conférence de Brazzaville, ce n'est pas pour faire sortir les territoires colonisés du giron de la France-Afrique, de la France, mais c'est pour pouvoir mieux les dominer tout en leur donnant des aménagements. D'où le référendum qui viendra plus tard. Est-ce que vous voulez toujours être dans l'Empire français ou pas? Donc, comme si vous aviez le choix, ben évidemment, Sékou Touré a dit exercer le choix, mais on sait ce qui lui est arrivé après. Et Houphouët-Boigny a changé. Il a décidé de rester dedans. Et pour le cas d'espèce, c'est ce qui a fait la rupture avec l'UPC, qui était membre d'un parti transnational qui s'appelait le Rassemblement démocratique africain, dont le PDCI, le parti créé par Houphouët-Boigny, était l'un des membres. Et lorsqu'ils ont choisi de rester dedans, ben, l'UPC n'était pas d'accord avec cette direction. Eh bien, en 1958, 14 ans après, à Accra, la conférence était pour libérer. Quand on parle, par exemple, du parcours politique de Lumumba, on voit bien qu'il y a un avant et un après conférence d'Accra. Parce que c'était une conférence qui avait ce but de conscientiser les leaders africains qui s'étaient engagés dans l'autonomie. Ils étaient plutôt dans les modèles d'autonomie, d'un peu plus de liberté, pas forcément d'indépendance. Au Cameroun, par exemple, on entendait des gens qui disaient « oui, il faut qu'on soit d'abord bien solide et que dans 10 ans, on va voir… » Qu'on y aille progressivement. Qu'on y aille progressivement et des choses pareilles. Donc,
Après Accra 58, personne ne voulait plus aller progressivement, tout le monde voulait tout de suite. Donc la conférence en question a joué un rôle déterminant dans la prise de conscience des leaders africains de la nécessité d'une indépendance immédiate. 1960 arrive, la plupart des métropoles européennes se rendent compte qu'on ne peut pas échapper au processus de l'indépendance, mais un peu comme ils avaient commencé à Brazzaville, ils ont dit bon, on va tout faire pour contrôler le système, d'où des illusions, des espoirs et des désillusions, et c'était en cascade. Ici, on a choisi d'illustrer ça par le Congo-Kinshasa et le Cameroun, mais ça s'est passé au Gabon, ça s'est passé en République centrafricaine, ça s'est passé en l'ancien Haute-Volta, au Togo, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, ça s'est passé... voilà, même au Sénégal, bon, on n'a pas eu besoin d'assassiner quelqu'un, parce que celui qui était là, bon, il faisait déjà bien le travail, hein, c'était Léopold Sédar Senghor. Et donc, voilà, on a eu là des désillusions, parce que les indépendances ont été tronquées par l'impérialisme, qui a su trouver, à la fois par la force ou par l'étouffement politique, les moyens d'imposer des personnes qui sont venues dévoyer le processus d'indépendance de son contenu. Et on n'a gardé que des drapeaux, des hymnes nationaux, et puis c'est tout. Pour tout le reste, comme avait écrit Janssen avant l'indépendance, pour eux, dans leur tête, était égal à après l'indépendance. Et ils ont tout fait pour que ce soit comme ça. Donc, voilà. Mais ça n'a pas suffi seulement d'imposer et de tronquer, mais il a fallu empêcher que la résistance continue. Parce que dans un processus de résistance, quand on perd un combat, tout ce qu'on fait, on se relève, on continue. Donc, qu'a fait l'impérialisme? Ils ont développé ce que je peux appeler une stratégie d'élimination physique et politique. Et ça a été quelque chose de quasi systématique dans tous les territoires coloniaux. On a assassiné, je dirais presque méthodiquement, tous ceux qui pouvaient être représentés, pas eux seuls, mais qui pouvaient représenter un espoir, soit de regain de la résistance, soit tout simplement même la résistance tout court. Amilcar Cabral, quand on l'assassine, la Guinée-Bissau, le PAIGC est déjà en train d'avoir le pouvoir. Mais on l'assassine pour que ce ne soit pas lui qui le contrôle une fois qu'ils y seront. Parce qu'on se dit, si c'est lui avec ce qu'on sait, et lui par exemple c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théorie en même temps que la pratique, hein, par rapport aux autres qui ont fait, je dirais, la résistance naturellement, spontanément par empirisme, Amilcar Cabral a théorisé aussi. Il a vraiment théorisé la lutte, il l'a menée et il l'a théorisé en même temps. Donc ça veut dire que peut-être que s'il était resté vivant et qu'il n'était pas devenu un dictateur, il serait aujourd'hui quelqu'un qui aurait formé beaucoup d'autres leaders politiques africains, à savoir gérer aussi bien les questions de relations internationales, de gestion de l'État, qu'est-ce que l'État, et pas seulement lutter pour lutter en quelque sorte. Donc lui, vraiment, son assassinat a été très très préjudiciable à la lutte. Évidemment, il y a l'assassinat de Patrice Lumumba que nous connaissons, celui de Ernest Ouandié en 71, Barthélemy Bouganda dans un prétendu accident, Osende Afana en 1965, qui était un des premiers économistes africains, qui justement avait également défini une sorte d'économie de résistance à l'impérialisme. Il y a Sylvanus Olympio, Ben Barka, Félix Mounier, il y en a plein d'autres. Il y a même des intellectuels qui ont été assassinés. Par exemple, Chunjang Kwemi, c'est un intellectuel camerounais qui a écrit un célèbre livre qui s'appelle Monnaie, servitude ou liberté. Peut-être que certains le connaissent. Eh bien, il est mort d'une manière mystérieuse, en fait. On pense qu'il a été assassiné parce que justement... Dans son lit, soi-disant. Enfin, comment? On l'a trouvé mort dans son lit. Mort dans son lit. Bon, voilà. Ça arrive, hein, on ne dit pas le contraire. Mais bon, il était assez jeune pour mourir dans son lit. Donc, et on ne lui connaissait pas de maladie particulière. Bon. Donc voilà, c'est pour dire que... Et il sortait de la Banque mondiale. Voilà, tout à fait. Donc ça fait qu'il y a eu l'assassinat systématique, soit d'intellectuels comme de Mongo Betty au Cameroun, qu'on a exilés. On connaît plein dans plusieurs pays d'intellectuels, d'hommes politiques, qui à défaut d'être assassinés, ont été exilés et donc n'ont pas eu d'impact sur l'organisation de la résistance dans leur pays d'origine. Ce n'est pas propre à l'Afrique d'ailleurs, c'est propre, il y a aussi l'Amérique du Sud qui a vécu les mêmes choses pendant les dictatures où on a tué ou exilé pour qu'il n'y ait pas d'impact sur la résistance des populations. Alors, nous nous sommes dit également, et là beaucoup avec le PTB aussi, parce que c'est une expo qui a été reformée par rapport à ce que nous avions fait tout seul, on a dit qu'il fallait quand même aussi voir quel était l'héritage idéologique de toutes ces personnes, parce que c'est toujours bien, entre guillemets, de faire des cultes de personnalité, mais le plus important c'est le contenu de ce que ces personnes ont fait. Et là, nous avons choisi un certain nombre de leaders dont quelques phrases sont là
comme témoins de ce qu'ils ont donné un apport idéologique. Ils n'ont pas seulement répété des cours de marxisme, léninisme et autres, mais ils ont aussi eux-mêmes revu tout ça à l'aune de leur propre situation et des questions sociales et de lutte de classe à l'intérieur même des peuples africains. Et on prend par exemple Amilcar Cabral, on a choisi que ce soit le premier parce que c'est lui dont la théorie a été la plus aboutie, d'après moi en tout cas. Je le cite, mais on ne va pas tout lire. Les colonialistes ont l'habitude de dire que eux, ils nous ont fait entrer dans l'histoire. Nous démontrerons aujourd'hui que non. Ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire, pour les suivre dans leur train à la dernière place, dans le train de leur histoire. Donc quand on a dit ça, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est, comme disait Frantz Fanon, nous devons recréer l'homme nouveau et reprendre le cours de notre propre histoire, parce que c'est lorsqu'on le reprendra qu'on va apporter au reste du monde et que nous-mêmes on sera libres. Mais si on est toujours maintenu à l'arrière du train des autres, quoi qu'on vaille, on ne sera jamais à notre vraie place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et notre lutte de libération sert également les intérêts de tous les peuples africains, les progrès de tous les peuples du monde et le bonheur de tous les êtres humains. Ça paraît sloganesque, mais c'est une réalité si on la met en œuvre. Parce que quand on lutte contre l'impérialisme, en réalité, l'impérialisme frappe les gens à des stades différents. Et l'une des forces de l'impérialisme, c'est de tenter d'opposer certaines de ses victimes à d'autres de ses victimes. Et lorsqu'on a compris que la lutte pour la libération, soit d'une classe sociale, soit d'une population, en réalité, c'est pour l'intérêt de toutes les victimes, alors on peut gagner contre l'impérialisme. Et ça, c'est un héritage idéologique d'Amilcar Cabral. On peut déjà poser des questions? Oui, vous pouvez poser des questions. Ah, d'accord. Disons, parce que vous avez évoqué, si je vois très bien, je ne vois que l'Afrique centrale et un peu l'Afrique du Nord. Mais disons, il y a eu quand même des luttes au niveau de l'Angola, du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud que je n'ai pas vu. On va en parler tout à l'heure. Donc ici, on a l'héritage idéologique de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba. Nous avons choisi, parce que je parlais tout à l'heure d'hommes politiques, mais aussi d'intellectuels. Et donc Aimé Césaire, c'est un intellectuel, même s'il est en même temps un homme politique qui a été dans le PCF et puis il en est sorti pour des raisons que je vous laisse aller deviner. Mais voilà, il a également dit quelque chose qui est très important pour nous aujourd'hui par rapport, par exemple, au fascisme et au racisme. Il dit, oui, il vaudrait la peine d'étudier les démarches d'Hitler et de révéler aux très humanistes bourgeois du XXe siècle qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi contre l'homme. C'est le crime contre l'homme blanc. Et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici, jusqu'au moment où il l'a fait, que les Arabes, les coulisses de l'Inde et les nègres. Parce que quand Hitler appliquait ces principes à d'autres, ou quand l'eugénisme, au début, le comte Arthur de Gobineau et les autres théorisaient sur la supériorité des races, on mesurait les crânes en disant que celui qui avait le plus... Là où c'était plus filiforme, c'était plus abouti dans l'évolution. Ce dont Aimé Césaire parle, c'est de dire qu'au fond, Hitler ne se serait pas attaqué aux Blancs, on l'aurait laissé continuer à faire ces théories de type raciste contre les Juifs, contre les Noirs, même pas. Alors, maintenant, et on va arriver un peu plus à ce que vous avez posé comme question, c'est que on est là entre 1960 et 1980 plus ou moins, donc tous ces assassinats, toute cette production idéologique. Mais à partir des années 80, justement du côté d'Afrique australe notamment, il y a des luttes qui se mènent en même temps. On a préféré venir parler d'elles par rapport à leur victoire. Parce qu'il faut dire que justement en Afrique australe, il y a eu des luttes et des victoires. Là où malheureusement, dans les autres parties dont nous avons parlé là-bas, aussi bien l'Afrique de l'Ouest que l'Afrique centrale, il y a encore eu des tentatives de résistance avec des gens qui ont réussi à arriver au pouvoir d'une manière ou d'une autre, mais de nouveau, le même procédé que dans les années 80, l'élimination physique. Il y a l'expérience de la révolution burkinabé, il y a l'expérience de la révolution congolaise sous Kabila. On peut reprocher ce qu'on veut, mais dans le contexte qui était le leur à ce moment-là, donc on n'a pas voulu remettre ce contexte-là ici, où la France-Afrique était déjà bien imprégnée pour le cas de Sankara autour de lui avec des France-Africains,
c'était compliqué pour lui, et même finalement, et malheureusement dans son propre sang. Le ver était déjà dans le fruit. Donc, ici, il y a eu des tentatives, mais hélas, mais ce sont des expériences. Et je pense que ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, la révolution burkinabé n'est pas totalement absente d'avoir quand même jeté une graine quelque part qui a poussé aussi longtemps qu'elle a poussé, mais elle a fini par donner l'un ou l'autre fruit. L'impérialisme va chercher de nouveau à le couper, et c'est la lutte permanente, quoi. Par contre, en Afrique australe, il y a eu des victoires. En Angola, dont le symbole de Cuito Cuanavale, que tout le monde connaît, avec le monument à... Parce qu'il y avait plusieurs images qu'on pouvait choisir, on a préféré prendre le mausolée de Cuito Cuanavale, donc c'est ça qui représente un peu qui a été dressé pour cette victoire. Il y a l'abolition de l'apartheid. On peut reprocher ce qu'on veut à Mandela. Effectivement, j'en fais partie en tant que militant de gauche ou d'extrême gauche. J'aurais préféré que ce soit Chris Hani ou quelqu'un d'autre. Mais il se trouve qu'il y a quand même eu un combat qui s'est mené et qui a été gagné après avec l'apport de beaucoup de gens dans le monde entier, contrairement aux autres luttes. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. Après, maintenant, aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et ça, c'est encore autre chose. Hein. Donc... Et puis, il y a également la libération du Zimbabwe en 1980, qui a été menée aussi de haute lutte.